C'est l'un des sujets qui a agité les dernières campagnes électorales en France, celui de la binationalité. On en parle avec nos invités dans notre grand angle. Et c'est un sujet qui a été relancé en France par le Rassemblement national qui souhaitait interdire l'attribution des postes stratégiques aux binationaux. On va s'intéresser justement à l'apport de la binationalité dans notre société. Une étude récente met en lumière ses atouts et ses inconvénients dans plusieurs secteurs et professions. Et pour en parler avec nous, Florence Bayon, bonsoir, et Laurence Paliez. Vous êtes toutes les deux cofondatrices du think tank La France et le Monde en commun et co-autrices d'une étude sur la binationalité pour la Fondation Jean Jaurès. C'est pour ça qu'on vous a invité sur ce plateau. Mesdames, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, cette étude, vous l'avez menée en septembre 2023, Laurence Paliez. Que l'on connaisse vos pistes, qui avez-vous interrogé et sentiez-vous déjà à ce moment-là que le sujet allait revenir dans la sphère politique ? Oui. Vous avez eu du nez, hein ? Effectivement, ce sujet, nous, on n'a pas attendu une campagne électorale ou un moment politique pour en parler. La binationalité, soit on en fait un problème, soit une solution. Et nous, on a étudié ce sujet vu du terrain en tant qu'élus des Français de l'étranger issus de foyers binationaux. Auprès donc d'élus dans le monde et notre conclusion, en tout cas notre postulat, c'est que cette binationalité rapproche les peuples et également et il faut utiliser ce formidable terreau pour comprendre les choses intimement pour les nations. On va rentrer effectivement dans le détail dans un instant. Florence Bayon, la question de la binationalité, en fait, elle a fait l'objet de nombreux débats au Parlement depuis les années 20. C'est pas nouveau en fait, cette question. Non, c'est à la fois pas nouveau et en même temps, quand il n'y a pas justement d'échéance électorale, on n'en parle plus, on oublie les binationaux et puis tout d'un coup, ça revient. C'est souvent débattu, mais en fait, c'est peu expliqué. C'est aussi très peu documenté et c'est associé à beaucoup de fantasmes sur des questions d'allégeance et de conflits d'intérêts qui ne sont pas la réalité, en fait, des binationaux et de la binationalité. Justement, mesdames, on va regarder un petit peu ce que le RN proposait lors de ce dernier scrutin. Ce sujet de la binationalité est donc revenu sur le devant de la scène par le Rassemblement national. Voyez ce sujet qu'avaient réalisé à cette période nos confrères de France Télévisions, et donc on en parle juste après. Un projet du Rassemblement national fait polémique. Empêcher les binationaux d'occuper les postes les plus stratégiques de l'État, nous passons cette proposition à la loupe. Plusieurs élus du RN le répètent. Certains emplois de hauts fonctionnaires doivent être occupés exclusivement par des nationaux français et non des binationaux, c'est-à-dire ceux qui possèdent 2 passeports, par exemple français et chinois ou français et syriens. Plusieurs secteurs stratégiques sensibles seraient concernés. Défense, sécurité, renseignement nucléaire, la liste de ces emplois sera fixée par décret. C'est une poignée en réalité d'emplois qui fait que lorsque vous avez des problématiques géopolitiques avec un certain nombre de pays, vous mettez en place un principe de précaution. Est-ce qu'on a envie qu'un dirigeant de centrale nucléaire prendre le risque qu'il soit franco-russe ? Peu de postes a priori concernés. Mais déjà, certains binationaux occupant de hautes fonctions s'alarment. Comme ce franco-syrien dans l'Hexagone depuis 30 ans, il dirige une structure publique qui surveille les médicaments. Le fait d'être considéré comme un citoyen d'une 12e division déclassée avec des ségrégations, je ne pense pas qu'on puisse travailler dans un environnement et dans une société de cette nature-là. Une mesure qui pourrait être rejetée par le Conseil constitutionnel. Elle peut être votée par le Parlement, mais le risque, c'est ensuite que le Conseil constitutionnel, saisi par les oppositions, censure cette disposition pour méconnaissance du principe d'égalité. Aujourd'hui, il faut être français pour occuper certains métiers dits de souveraineté, et la binationalité n'empêche pas d'y accéder. Bon, depuis, le RN a un petit peu rétro-pédalé. D'ailleurs, Marine Le Pen a fait son mea culpa en disant qu'il ne fallait peut-être pas aller sur ce terrain-là. L'une des raisons emblématiques de cette prise de position de la part du RN à l'époque, c'était la question de la loyauté à un pays. Laure Paliez, existe-t-il d'abord une spécificité à l'exercice de l'engagement politique ou social par les binationaux ?
Oui, alors nous pensons que c'est un atout qui n'est pas assez exploité. Il y a une armée de binationaux bénévoles. La France a une armée de binationaux bénévoles qu'elle n'exploite pas assez dans le monde. Effectivement, il y a une question d'allégeance qui peut se poser. Vous savez, les Américains, je reviens au conflit, et vous en parliez tout à l'heure des États-Unis, au conflit, enfin la guerre américano-britannique de 1812. Les Américains considéraient que, les Anglais, once a British subject, always a British subject, donc vous ne pouvez pas transférer votre nationalité. Les Américains qui ont une approche plus transactionnelle, eux, considéraient au contraire qu'on pouvait avoir un engagement solennel auprès d'une autre nation. Voilà, donc c'est un exemple que je donne. On a aussi des exemples historiques de Français, ce que j'appelle donc la fameuse diplomatie de la diaspora. Un Français en 1860 au 19e siècle qui fut maire de Los Angeles, car il a convaincu par son héritage catholique les Mexicains de l'apport culturel qu'il avait, mais également les Américains, ses frères de démocratie. Voilà. Oui, effectivement, Florence Bayon, dans votre rapport, vous mettez beaucoup en avant ce que vous appelez la diplomatie culturelle. Quand on a une double culture, c'est plus facile de discuter avec les deux parties, en gros. Tout à fait. Il y a cette interface naturelle. Et d'ailleurs, qu'on soit binational de naissance ou par acquisition, parce que finalement, un binational de naissance, il n'a pas choisi d'être binational. Il est né binational. Mais il ne peut pas choisir entre ces deux pays. Il faut rappeler qu'on peut demander la nationalité de ses aïeux. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, on peut devenir binational à un moment donné de sa vie. On peut à la fois récupérer, effectivement, vous avez tout à fait raison, une nationalité qui a été dans la famille, d'un côté. Et d'autre part, ce qui est très important, c'est quand on est français et qu'on acquiert une autre nationalité, on est toujours français. Quand on est étranger et qu'on devient français, on conserve sa nationalité d'origine. Ça, c'est très important, le fait de ne pas être obligé de renoncer à une nationalité. Et quand on est français de l'étranger, on est comptabilisé comme français en France. On est comptabilisé, si on est franco-américain, je suis franco-américain, je suis français en France, je suis comptabilisé comme américain aux États-Unis, et si je vis aux Philippines, je suis considéré par la France comme un Français de l'étranger. Et donc ça, c'est génial pour la diplomatie culturelle, comme Absolument. on dit. Parce qu'en fait, ça facilite cette interface, cette connaissance fine des deux cultures, ces allers-retours entre les deux cultures. Et finalement, ça s'inscrit quand même dans ce mouvement de la mondialisation et du mouvement des populations à l'heure actuelle. Laure Pallez, alors toutefois, là c'est sur les aspects positifs, mais le RN mettait en avant des métiers ou des occupations de postes qui pouvaient être sensibles. Moi, je voulais qu'on s'arrête juste sur la question militaire. On prend l'exemple d'un militaire binational, et si un jour ces deux pays se font la guerre, déjà, est-ce qu'on peut être militaire et binational, et comment ça se passe dans ces cas-là ? Alors vous avez raison de poser cette question. La France a admis la double nationalité en 1967, il me semble, parce que l'argument, c'était qu'on ne pouvait pas servir dans deux armées. Donc vous avez raison sur ce principe de choix, notamment pour des sujets sensibles. Néanmoins, comme je le disais tout à l'heure, soit on en fait un problème, soit une solution. Nous considérons qu'il y a quand même un terreau... Même sur un sujet sensible ? Sur un sujet sensible, il faut être extrêmement prudent, évidemment, mais... c'est aussi une chance pour la France d'avoir cette interculturalité qui permet de lancer aussi des alertes. Et où s'arrête le filtre, éventuellement, des personnes qui peuvent être justement sur des postes qui peuvent être... Ce filtre, il est déjà en place. Il est déjà en place. De toute manière, dans la plupart des pays que nous avons fréquentés, États-Unis, alors la Chine est encore plus stricte. Moi, j'ai vécu une dizaine d'années en Chine et je peux vous dire qu'effectivement, la binationalité n'est pas acceptée. C'est un des pays On va avec reparler le Japon. dans un instant des autres pays, effectivement. Voilà. Mais effectivement, il y a déjà un filtre qui est mis en place. Il y a déjà un filtre qui est mis en place et c'est un sujet qui revient régulièrement, qui est très lié à l'identité nationale. La campagne, elle a été identitaire, donc bien sûr que les extrêmes se sont emparés de ce sujet. De ce sujet, effectivement, c'était très politique. C'était très politique. Et puis c'est un sujet évolutif, et d'ailleurs on l'a vu au fil de l'histoire, c'est-à-dire que tous les pays, au fil de leur histoire, ont évolué sur la binationalité, les conditions de son acquisition, etc. Alors en France, on a rendu français, par exemple, les Algériens juifs en 1870, par exemple, pendant les guerres. Tout d'un coup, on trouve que c'est mieux d'avoir plus de Français, justement, pendant les colonisations, pendant les indépendances. Et dans le cadre de l'étude, on a étudié le cas du Chili, par exemple, et de l'Espagne. Et là, on voit qu'un événement marquant politique très fort comme une dictature, qui en général, une dictature haute, enfin, pousse à l'exil et ôte la nationalité. C'est une des choses que peut faire une dictature. Après le retour à la démocratie, se pose le problème, par exemple, les Chiliens, il y a eu un décret qui a annulé l'exil,
Ça a mis du temps pour que le statut de réfugié, par exemple, des Chiliens en France, s'arrête. Et en fait, ces gens qui étaient exilés sont devenus des immigrés. Effectivement, c'est en fonction des aléas de l'histoire et politique. Dites-moi, quels sont les pays autour de nous qui sont le plus ouverts sur la question, Florence Bayon? Nous, la France. La France. Non, franchement, la France, la France voilà, justement, sur la diplomatie culturelle, sur cette image importante. On va trouver tous les outils à notre disposition pour aider à justifier une double nationalité actuellement. Voilà. Et à l'inverse, les pays qui sont très restrictifs, il y en a pas mal dans le monde, il me semble. Alors, il y a une centaine de pays qui autorisent la binationalité. Et effectivement, les pays asiatiques sont le Japon, la Chine, les Pays-Bas. Et même aux États-Unis, on a des débats, j'en parlais tout à l'heure, mais qui reviennent sur le devant de la scène régulièrement. Ted Cruz, la dernière primaire, Obama, vous en parliez, il me semble, tout à l'heure. Voilà. Ça va au-delà des partis, si je comprends bien, ça va au-delà des partis politiques droite-gauche, en fait, cette question de la binationalité. C'est pas vraiment une question de parti plus à droite, en fait, si je comprends bien. Oui, parce que regardez l'Espagne, par exemple, on pourrait s'imaginer qu'après le franquisme, il y a eu des récupérations de nationalité. En revanche, seulement depuis 2021, Pedro Sánchez et Emmanuel Macron ont signé un accord pour permettre aux franco-espagnols en France et aux franco-espagnols en Espagne de devenir binationaux. Donc c'est tout à fait récent et c'est une démocratie voisine de la nôtre qui est revenue à la démocratie il y a bien longtemps. Et pourtant, c'est très tardif. Vous avez compris à titre personnel que le débat s'arrête quasiment net en France sur la proposition du RN, où on aurait pu ouvrir le débat, en discuter comme dans d'autres pays, et puis après on tranche. Mais là, ce coup d'arrêt d'un coup, ça vous a surpris ? Nous pensons que c'est un sujet qui doit être traité, la France doit s'appuyer davantage sur ses binationaux, je le répète. Pourquoi pas créer un observatoire de la binationalité ? Nous allons, et pourquoi pas effectivement aussi s'intéresser à la diplomatie de la diaspora, comme le font d'autres pays. Il y a plusieurs pays, effectivement, qui ont plusieurs pistes. Mais j'avais une question concernant les Pays-Bas, par exemple. Les Pays-Bas, Florence Bayon, ils disent il faut choisir. Il faut choisir la nationalité. Eux, ils expliquent que c'est aux citoyens de choisir sa nationalité. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est vraiment notre méthodologie, c'est l'approche comparatiste. Et en fait, c'est très riche une approche comparatiste parce que d'abord, ça permet de voir ce qui se passe dans les autres pays. Ça permet de combattre les préjugés ou les idées préconçues qu'on se fait en se disant, dans ce pays, ça va être plus souple, alors que pas forcément. Les démocraties sont pas forcément les pays les plus souples en matière de binationalité, et les pays moins démocratiques sont pas forcément. C'est ce qui ressort de votre rapport, et c'est très intéressant. Ouais. Tout à fait. Et pour revenir à votre question justement sur il fallait enterrer le débat, c'était pas le bon timing. Mais nous, on prêche que justement, hors de ce timing électoral et de ce focus identitaire, il faut en parler, il faut l'étudier, il faut continuer. Enfin, c'est très riche, c'est un sujet extrêmement riche. Oui, vous expliquez que le gouvernement doit mettre les pieds dans le plat. Il faut ouvrir le débat désormais, au-delà de toute chapelle politique, en gros. Écoutez, un tiers de nos compatriotes à l'étranger sont binationaux. Ce chiffre monte à 70% au Maghreb, un Français sur 5 en Asie. Voilà, c'est une population à étudier. Ce sont des gens qui sont des relais, des ponts, qui font des liens entre les peuples. Continuons bien sûr à les valoriser, à les utiliser comme le font d'autres pays bien mieux que nous. Alors, Laurence Palaise, il nous reste à peu près 2 minutes, mais je voulais quand même qu'on aborde la thématique du sport. On est en plein Jeux Olympiques. Et là, c'est un domaine qui est intéressant, le sport, puisque là, il faut choisir lorsqu'on est binational. Lorsque, par exemple, on joue en équipe de France, mais qu'on est d'une certaine origine, c'est soit on joue pour la France, soit on joue pour son autre pays. C'est bien cela ? Tout à fait. C'est le règlement du football au niveau international. Ça, c'est certain. En revanche, contrairement aux idées reçues, on a aussi étudié le cas des sportifs. Donc, on a appelé ça d'ailleurs les sportifs binationaux, figures du monde de demain, point d'interrogation. Et effectivement, il faut choisir sa sélection. En équipe de France, les binationaux sont minoritaires, il faut le savoir. Et il y a l'exemple du footballeur franco-sénégalais, Abdou Diallo, qui a été formé en France, qui a joué en France, au PSG entre autres, qui a joué en Allemagne, qui a été sélectionné par l'équipe du Sénégal et qui a déclaré « J'ai 2 belles cultures, 2 belles nationalités. Cela étant, il faut faire un choix, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est moins français ou plus sénégalais. Ma culture française, je l'ai toujours, mais je suis aussi sénégalais et ça non plus, on ne pourra jamais me l'enlever. » Est-ce qu'on peut choisir autant qu'on veut ? Un coup, on devient telle nationalité, l'année d'après une autre, ou non, il y a une certaine restriction en France par rapport à ça ?
il y a surtout un parcours de vie en général, vous savez. Mais par exemple dans le sport, là, alors dans le sport, c'est dans le pareil. sport, il y a la sélection, il y a l'équipe de la sélection. C'est le fameux exemple de Messi, qui joue en Espagne depuis l'âge de 13 ans. L'Espagne a voulu le faire espagnol, au vu de son talent. Et l'Argentine a très vite organisé un pseudo match amical avec le Paraguay pour le pousser à adopter la nationalité argentine. Donc là, on voit bien que le temps l'a rattrapé. Effectivement, beaucoup d'histoires comme ça dans le sport à suivre. Merci mesdames d'être venues sur notre plateau. Florence Bayon et Laure Palaise pour effectivement ce rapport donc, que vous avez fait auprès de la Fondation Jean Jaurès. Merci à vous de nous avoir éclairé sur ce sujet.